Disons que pour moi personnellement, s'il fallait parler en termes de grands enjeux, ce serait peut-être la démographie africaine et cet urbanisme incroyable, ou cette urbanisation incroyable qui l'accompagne. C'est une dynamique qui ferait de ce continent, à une échéance de 30 années, le lieu où serait situé à peu près le quart de la population mondiale, dont un sixième donc des urbains mondiaux. Et donc les plus grandes villes au monde apparaîtraient sur ce continent. Et dans cette configuration-là, l'Afrique, qui aujourd'hui a une part plutôt marginale dans les processus de pollution, je crois que c'est 4% par exemple en termes de contribution à l'émission totale de gaz à effet de serre, l'Afrique aurait rattrapé et même considérablement explosé ce qui est aujourd'hui plutôt marginal en termes d'effet ou d'impact sur l'environnement. L'Afrique a donc cette difficulté qu'elle partage toujours les problèmes qui sont généraux, qui sont globaux, mais qu'il s'y double, spécifiquement sur ce continent, du problème colonial. Donc nous, on a les mêmes problèmes que tout le monde, plus les effets coloniaux. Le problème global, je crois que c'est, de mon point de vue, c'est le paradigme du profit, le paradigme capitaliste, qui fait qu'on n'arrive pas à réellement avancer et à changer les choses, puisque toutes les solutions se pensent en étant inscrits dans le paradigme qui provoque la situation. Et en réalité, il faudrait changer de paradigme, ce qui est très 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 compliqué en réalité à mettre en place. En plus de cela, en Afrique singulièrement, il y a une sorte d'extraversion, fait que les Africains ont perdu ou n'ont pas confiance en eux-mêmes et qu'ils restent persuadés que l'Occident est un modèle. Moi, l'attitude que j'ai généralement dans ces cas-là, c'est de ne pas m'inscrire dans le présent, parce que quand on est dans cette sorte de rush permanent, on peut être tétanisé par l'ampleur des problèmes et ne pas pouvoir dégager assez de marge pour penser, parce qu'on est dans le quotidien, on est dans la gestion d'une crise après l'autre. Donc moi je propose qu'on fasse abstraction du présent, qu'on investisse plutôt doublement le passé et le futur, qu'on se dise que il y a peut-être des leçons à tirer du passé sur lequel on a de la documentation, et on peut proposer des choses pour le futur qui est de moins en moins différé, c'est-à-dire que penser le futur, en réalité aujourd'hui c'est penser le présent, puisque le futur arrive de plus en plus vite. En tout cas, on ferait un peu abstraction de cette sidération que peut provoquer les problèmes quand ils sont pris comme ou quand on veut les prendre en étant dans le quotidien. On se dégagerait un peu de marge, on se dirait qu'on pense peut-être à échéance 20, 30, 50 ans. Et là, on se sentirait beaucoup plus autorisé à des audaces qu'on n'arrive pas à mettre en place aujourd'hui parce qu'on veut gérer le quotidien. Quand je dis le passé, c'est un passé global, c'est le passé de l'humanité entière, mais en réalité ce passé-là est très présent dans certaines géographies, c'est-à-dire que toutes les géographies n'ont pas complètement digéré le problème de la modernité, et il y a encore des lieux qui ne sont pas sur des modèles de société très atomisés, du mouvement frénétique en permanence. Et dans ces sociétés-là, il y a encore des éléments de passé. Et donc, regarder le passé, c'est regarder du présent, mais dans d'autres géographies qui ne sont peut-être pas foncièrement occidentales. Et dans ces géographies-là, si on s'intéresse, et donc si on n'est pas... ce qui est un gros effort à faire aussi pour les Occidentaux, c'est qu'ils se sentent complètement dépendants d'un seul type d'archive, qui est l'archive occidentale. Donc si on regarde à ces archives différentes,
on verrait que les sociétés d'ailleurs ont développé des astuces, des stratégies pour mettre en place une relation un peu plus apaisée à ce que nous appelons aujourd'hui la nature, etc. Et alors cela passe par un certain nombre de dispositifs, mais ce serait peut-être pertinent de voir si on ne pourrait pas remettre d'actualité ces stratégies que ces sociétés organiques ont mis en place, et stratégies avec lesquelles l'Occident n'a fait que rompre en réalité à un moment donné avec la modernité et quelque chose qui s'est cristallisé autour des Lumières. L'Occident a fait deux ruptures fondamentales qui sont une rupture avec la nature, tout ce qu'on appelle le naturalisme, le fait que l'homme doit se construire en dominant la nature, et une deuxième rupture qui est l'individualisme, c'est-à-dire qu'on a modélisé le groupe social sur le modèle de la nature et on a considéré que l'homme n'était complètement réalisé après s'être éloigné de la nature qu'en s'éloignant du groupe et en étant individu. Donc on a fait du lien comme de la liane en réalité, et c'est ça qui a construit l'homme occidental, mais qui est aujourd'hui un homme global, puisque le logiciel de l'Occident est un logiciel partagé par l'humanité entière. Donc revenir à des sociétés qui, elles, ont patrimonialisé des façons un peu plus, des éthiques d'intrication, que ce soit du lien ou de la liane avec la nature ou avec de la structure sociale, et voir quelles sont donc les astuces, les stratégies, les sagacités que ces sociétés mobilisaient pour réussir à créer ces contextes très harmonieux où la nature semblait tisser complètement avec les cadres de vie. En réalité, il n'y en a pas, parce qu'il y a deux niveaux de complexité. Il y a la structure biosphérique, et les hommes, en construisant des structures sociales, n'ont fait que s'inspirer de la structure biosphérique. C'est-à-dire que les populations, partout où elles ont été sur Terre, ont développé une complexité incroyable dans les relations, dans la famille, dans la parenté, dans les liens, dans les obligations des uns envers des autres, mais qui étaient modélisées sur l'observation de la nature. Donc il y a un biomimétisme déjà au niveau du lien social. Donc il est du lien comme de la liane en réalité, et c'est fondamentalement en passant par perte et profit là qu'on a fondé la modernité. Et donc la modernité a pu être une éthique à un moment donné, un nécessaire ébrouement ou un effort nécessaire de se débarrasser de toute la charge de la multiplicité des liens ou des contraintes naturelles. Mais au regard de l'aventure particulière de cette modernité, on se rend compte qu'il y a peut-être une nouvelle relation à créer qui pourrait être une sorte de renouveau de cet effet structure-là. Bon, il y a énormément d'archives. Un outil que j'ai découvert récemment qui me semble très, très puissant, c'est les cosmogonies. Les sociétés traditionnelles, partout, ont développé des sortes de discours posés comme indépassables, qui sont un peu leur logiciel à eux. Et ces discours qui sont des sortes de grandes fabulations fondatrices, en réalité sont très codées. Elles mettent un verrou dans le fait que la structure sociale ne doit jamais rentrer en conflit avec la structure biosphérique, par une sorte de discours où l'homme arrive à la fin d'une enchaînure de naissances qui fait que, étant le dernier né de la création, il est mis en responsabilité de tout ce qui le précède. Et ces cosmogonies, ces grands discours, ces grands mythes sont déclinés ensuite dans de l'architecture, dans de la musique, dans de la littérature, de sorte que toutes les actions humaines ont comme ADN ce commandement, ce contrat, que la partie ne doit jamais rentrer en conflit avec le tout, que le tout doit, d'une façon ou d'une autre, prescrire la partie, et qui font des sociétés
très complexe. Si je devais juste donner un exemple qui est d'actualité, ce serait les cosmogonies de plusieurs populations du centre de l'Afrique, les populations Congo, qui ont pour beaucoup en leur centre un petit animal qui est le pangolin. Donc dans plusieurs cosmogonies, le pangolin est un peu le démiurge, l'acteur principal du mythe fondateur. C'est lui qui apporte la civilisation aux hommes, et c'est de son observation que l'homme tire beaucoup de leçons sur la construction, la façon de faire famille, etc. Et donc, à travers ce petit animal, il y a chez plusieurs populations, dont les Lélés singulièrement, une sorte de contrat entre le monde sauvage et le monde des humains. Le pangolin est considéré comme un humain dans le monde sauvage. D'ailleurs, il a les attributs d'un homme. Il se tient sur ses deux pattes, il grimpe aux arbres. C'est un animal un peu frontière. Et le chef des Lélés est un animal chez les humains. C'est généralement un félin, un léopard, etc. Le chef est paré d'attributs du léopard. Et donc, il y a comme une sorte d'échange d'otages. Vous savez, c'était aussi un dispositif qu'on mobilisait au Moyen-Âge pour éviter que des groupes rentrent en conflit. On se marie en tribus où on échange des otages. Et donc, l'homme sait qu'il a une représentation dans le monde sauvage. Le monde sauvage sait qu'il est représenté chez les humains. Et quand il y a des conflits, il y a des rites spécifiques où donc, le chef rencontre le pangolin et essaie d'aplanir les divergences, de sorte que la cohabitation entre le sauvage et l'action de l'humain ne soit jamais conflictuelle. Donc c'est un petit dispositif, c'est une ressource de l'imaginaire qui est mobilisée, mais qui permet de prescrire une éthique de ce qu'est la production humaine. Et on néglige beaucoup le pouvoir des ressources de l'imaginaire pour régler le problème de l'écologie dans lequel on est aujourd'hui. Alors qu'on est dans une société où le pouvoir de l'imaginaire est pourtant ce qui est le plus en vue. Vous voyez Walt Disney a un pouvoir incroyable pour nous faire penser, aller fonder des façons de penser, des façons de faire. On pourrait utiliser le même pouvoir de l'imaginaire pour développer une sorte de mythe transversal partagé par l'humanité entière et qui coderait la relation que nous sommes censés avoir avec la nature pour que nous continuions à avoir de la nature et que nous puissions continuer nous-mêmes à exister par là. Déjà, il faut explorer les archives, il faut passer au crible un peu les imaginaires anciens, ou les cosmogonies anciennes, et faire peut-être ce qui est l'intuition de ce qu'on appelle le structuralisme, puisque ce qui se passe là avec ce festival, cette sorte de fascination qu'on a que l'Occident est en train d'afficher de façon presque indécente de mon point de vue, pour des sociétés sauvages, à deux écueils. C'est-à-dire qu'on pourrait tomber dans la sorte de fascination qui amène à des actes un peu folkloriques, en réalité, parce qu'on est devenu un peu radical, et tous les radicalismes sont des mauvaises compréhensions des choses. Ou alors, tomber dans un autre écueil qui est de prendre juste des formes, des manifestations, et là aussi de créer une sorte de folklore inspiré des mondes sauvages. Mais donc il y a une autre approche qui est l'intuition du structuralisme, et je crois, ce que disait Lévi-Strauss, c'est qu'il y a des structures et que la variété des civilisations, des manifestations qu'on observe chez ces populations dites sauvages, en réalité n'est que de façade, mais qu'il y a une espèce de logique qui reviendrait. Et donc c'est à cette logique-là peut-être qu'il faut aller. Il faut aller au-delà des manifestations et voir qu'est-ce qui est fondamental dans cette relation que partout dans le monde, des sociétés dites cohérentes, qui ont pu établir une coexistence pacifiée avec leur environnement, ont pu identifier. Et donc si on arrivait à identifier cette sorte de fond commun, cette logique, alors logique c'est peut-être pas le bon mot parce qu'il nous verrouille encore à de la scientificité et donc potentiellement on peut être rattrapé par le paradigme du profit, mais peut-être cette sagesse que des sociétés partout ont pu identifier
va au-delà de la forme particulière qu'elle a pu prendre chez des Indiens de tel coin d'Amérique ou chez des Dogons en Afrique. Mais ce serait donc un patrimoine humain dont tous les humains partout ont eu l'intuition. Et si on se saisit donc de ce patrimoine, de cet ADN de la chose, on est complètement autorisé en Occident à le valoriser, à le développer comme on veut, parce que c'est un patrimoine de la sagesse humaine. Et on éviterait les écueils de tomber dans du folklorisme, etc. L'architecture, singulièrement chez les Africains, est la projection au sol du système de pensée, de relations très complexes où il y a de la parenté, du politique, etc. Donc c'est un bon moyen de saisir la complexité de ces sociétés-là. Mais c'est aussi un acte, bâtir, qui commence toujours par de la fondation. Et au moment de la fondation, on fait le résumé de tout le mythe. Et donc on a à ce moment-là une possibilité de saisir un peu peut-être les éléments de ce fond commun dont je parle. Moi, je procède beaucoup par intuition. Hein. C'est à la fois la puissance peut-être de ma démarche, mais aussi ses limites. C'est que je me dis en observant les architectures traditionnelles africaines et en les mettant en rapport, on pourrait peut-être réussir à isoler cette ligne dure, cet ADN qui est partagé par tous et qui va au-delà de la richesse des formes qu'on observe au premier abord. Et si on identifiait que cet ADN-là peut valablement prendre en charge les problèmes contemporains que nous avons aujourd'hui, ben on serait tout à fait autorisé à retourner à ces architectures-là. Et quand je fais donc ce travail de crible pour essayer d'identifier cet ADN, je tombe sur des choses qui effectivement semblent apporter une réponse aux problèmes qu'on a aujourd'hui ou des concepts qui ont l'air d'être très contemporains. Pour n'en prendre qu'un seul, le concept de durabilité est a beaucoup de contraintes telle qu'elle est mobilisée ici en Occident, mais j'ai trouvé un équivalent, moi, dans les sociétés traditionnelles africaines, dans le sens où on dit toujours que la maison n'appartient pas qu'à ce qu'on a déjà rencontré. Pour dire qu'on ne fait pas maison pour les gens qui sont uniquement pour les gens qui sont là, mais aussi pour ceux qui vont venir. Et donc la maison défie toute logique d'obsolescence, parce que la maison est pour tout le monde. Et d'ailleurs, j'ai entendu une phrase hier lors du festival qui ressemble beaucoup à ça. Je crois que la phrase disait « Une femme qui plante un arbre fournit la ressource pour quelqu'un qui va faire une pirogue demain ». Et donc l'acte qu'on fait aujourd'hui est un acte qui n'engage pas que ceux qui sont déjà là, mais ceux qui vont venir. Et ça me semble être la meilleure définition à donner au mot de durabilité. Mais tourner comme ça prescrit d'autre chose que tel qu'il est pris avec tout l'appareillage rationnel occidental. C'est très compliqué de mettre en œuvre une architecture qui a du sens. Il y a des aspects très comment dire, presque de bon sens. C'est-à-dire que l'architecture, en réalité, doit être moderne. Et il faut bien définir les choses. Pour la plupart des Africains, la modernité, c'est avoir un supermarché à chaque coin de rue, avoir du béton partout, c'est ça le moderne. Alors qu'il faut inverser les choses et expliquer que la modernité, aujourd'hui, c'est ce qui a le moindre impact sur l'environnement. Et si on considère que la modernité, c'est ce qui fait le plus sens pour nous aujourd'hui ou qui adresse idéalement nos enjeux, eh bien, le premier geste de l'architecture, c'est quand même d'aller de mobiliser des ressources qui ne créent aucune crise en aucun endroit de la planète. Donc il y a une question du matériau, d'abord, fondamentale à traiter sur ce continent où 5 des plus grandes villes vont apparaître demain et où tout a l'air d'être verrouillé sur le béton.
quand on sait qu'il y aura peut-être plus d'eau dans quelques années pour faire du béton et quand on connaît tout l'impact que le béton a sur l'environnement. Donc le matériau, et après, effectivement, des leçons que moi je tire des architectures traditionnelles, qui sont plutôt des leçons de concept, et dont je fais des concepts pratiques. C'est-à-dire je prends l'éthique telle qu'elle peut être mobilisée dans une cosmogonie, un mythe, un conte, et j'essaie de lui donner un aspect de designer, un aspect d'usage, un aspect d'habiter, etc. La construction en matériaux adaptés, s'inscrire dans les territoires, regarder autour de soi et utiliser des forces, le génie du lieu, des dynamiques du cru, etc. Si je devais peut-être parler d'une fierté, ben, ce serait mon tout premier chantier. Mon tout premier chantier a été en pays Tamberman. J'étais jeune étudiant. Et Tamberman, c'est une population qu'on retrouve au nord du Togo et du Bénin. Ce type de population que les anthropologues avant traitaient de paléonégritique, pour dire qu'ils n'auraient pas du tout évolué dans le temps, parce qu'ils vivent encore un peu en semi-nudité, ils ont des labrés, etc. Et dans ce contexte-là, il y a une architecture très intéressante, celle des Tamberman, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc on m'a demandé, alors que j'étais très 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 jeune, de faire une école là-bas. Enfin, jeune relativement à tout ce qui est l'histoire du lieu, le savoir-faire, etc. Et quand je suis arrivé, la communauté des Tamberman a plutôt semblé réticente, parce qu'on leur avait promis qu'on faisait venir un architecte de France. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire finalement à un Africain, qui s'attendait peut-être à un occidental. Jeune, beaucoup plus jeune que la plupart des maçons quand ils sont confirmés là-bas. Togolais, donc quelqu'un de chez eux, en réalité mec du Sud, donc ils comprenaient mal, quitte à faire venir quelqu'un de loin, autant amener quelqu'un qui ramène de la modernité, des concepts très, très actuels. Et moi, je venais pour leur dire qu'on allait relever le pari de faire une école très moderne, mais avec leur façon de construire. Donc ils étaient un peu sceptiques. Et j'ai réussi donc à les convaincre que ce qu'ils faisaient, entre guillemets, depuis la nuit des temps, ils pouvaient le faire avec la même dynamique, la mobilisation des mêmes matériaux, le recyclage des mêmes savoir-faire, mais à l'intérieur d'un bâtiment qui aurait toutes les exigences d'une école qui est censée accueillir 200 enfants. Donc voilà, c'est certainement ma plus grande fierté, les frottements qu'il y a eu sur ce chantier, comment on a réussi à les dépasser et comment j'ai réussi à me faire finalement complètement intégrer dans cette communauté. Pour parler de l'architecture des Tata Samba et vraiment montrer le sens qu'il y a, il faudrait, il faudrait une journée. Vous voyez que depuis que je suis là, j'entends beaucoup parler de cette parenté élargie aux animaux. On parle d'animaux avec qui on converse, d'animaux à qui on demande l'autorisation avant de les tuer, d'arbres à qui on parle, etc. Et même c'est une parenté encore plus extraordinairement élargie, puisqu'on parle même de gens qui ne sont pas encore nés, mais pour qui on fait des choses. Donc la parenté, en dehors de l'Occident, en sa périphérie, chez les sociétés traditionnelles, a l'air d'être incroyablement large. On est parents d'animaux, on est parents de gens qui ne sont pas là, on est parents d'arbres, etc. Et chez les Tamberman, une des premiers trucs que j'ai découvert, c'est qu'on est parents de la maison. Et la maison est une sorte de grand-mère, plutôt féminin. Et donc vous voyez que ça change complètement la relation qu'on peut avoir à l'architecture. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose de neutre qu'on peut se permettre de faire en se disant qu'on va le détruire dans quelques années.
Mais c'est incroyablement chargé. Quand vous arrivez chez les Tambérois, souvent ils sont dans la cour, sous le baobab. Vous ne saluez pas les gens, vous les dépassez et vous allez d'abord passer la tête par l'embrasure du tata avant de revenir parler aux gens. En faisant ça, vous saluez la maison. Donc vous saluez d'abord la personne qui est la plus vieille de cette communauté, qui est la maison, avant de venir parler aux gens. Et on dit que si vous êtes attaqué par un esprit, un sorcier, le seul moyen pour vous d'échapper, c'est d'aller vous réfugier dans un tata que vous auriez salué dans la journée. Donc si vous ne faites pas bien cela, vous prêtez le flanc à ce qu'on vous jette un sort et qu'il marche. Parce que là, il y avait une commande de quelqu'un qui était suffisamment ouvert d'esprit pour ne pas vouloir faire n'importe quoi. Il voulait quelque chose d'inscrit sur le territoire. Mais ce n'est pas généralement, encore une fois, le réflexe des Africains. Les Africains, ils veulent du moderne. Et quand eux, ils pensent moderne, ils pensent à un mode de vie à l'occidental. Donc tout l'effort est de les convaincre que la modernité, en réalité, est leur. Et qu'il y a plus de sens dans la façon de faire, très modeste, très simple, dans la proximité aujourd'hui, par rapport à l'état actuel du monde, et qu'en fait, eux se voient comme des sociétés encore archaïques, mais c'est des sociétés très modernes. Ils se voient comme pauvres, mais en réalité ils sont riches, et la misère est occidentale aujourd'hui. Et donc c'est cet effort-là qu'il faut faire. Il faut des petits projets symboliques, comme celui que j'ai fait, qui se multiplient. Et petit à petit, on réussira à corriger cela. Mais toute la difficulté, toute la difficulté est dans le petit à petit. Quand on parle de ressources qui se raréfient, mais la ressource la plus rare, en réalité, c'est le temps. On n'a plus le temps. Il faut aller très vite. Et voilà, c'est un peu le dilemme qu'on a à solder. Non, non, franchement non. Vous savez que ce prix dont j'ai du mal à chaque fois à prononcer le nom, qui est l'équivalent du prix Nobel d'architecture, a été décerné récemment à un Africain qui est dans les mêmes postures. Donc ça, c'est le genre de signal qui peuvent aider à aller plus vite. Mais il faudrait que cela se multiplie. Oui, 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 beaucoup, à mes dépens d'ailleurs, parce que, pour vous donner un exemple, si je suis ma propre logique, je devrais faire qu'en terre et mitiger au maximum le béton, puisque le béton est cher, le béton pollue, etc. Vous faites un seul poteau en béton dans un bâtiment, vous avez peut-être le coût de toute la maçonnerie en terre. Je parle des contextes où je construis, je ne parle pas de grands bâtiments. Mais des fois, je mets du béton, juste par coquetterie, parce que ça fait une sorte de magie par contraste d'avoir du béton et de la terre, un matériau très masculin, très grec, et un matériau un peu plus, la terre, féminin, animiste, massif, où on peut s'autoriser des courbes, etc., etc. Mais ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux poursuivre l'esthétique qui vient de la cohérence. Oui, 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 complètement, complètement. Il y a beaucoup qui peut passer par l'architecture, dans le branding en fait, de ce qui serait une exigence d'un changement, parce que l'architecture c'est visible, c'est radical, c'est ce qu'on habite en réalité. Donc oui, oui, ça peut, c'est certainement un des endroits où on peut agir. Je vais biaiser un peu. J'ai parlé tout à l'heure du fait que l'architecture chez les Tambérois est femme et même mère. Ben, je vais parler de ma mère, parce qu'en réalité,
Le geste de l'architecte, c'est toujours une nostalgie. C'est de recréer ce sein, le premier qu'on a expérimenté. Ce lieu où on était complètement protégé, à l'abri. Et on n'a de cesse que d'y retourner. C'est la nostalgie de l'architecte, de recréer le sein maternel, qui est la meilleure et la première expérience d'espace qu'on ait, qu'on ait jamais expérimenté. Donc là, mon architecture préférée, ça va être mon maman. C'est la même. C'est la même. Voilà, pour une fois, on va mettre la lumière sur une personnalité complètement inconnue.